C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour une cause, pas des moindres, une cause qui nous concerne tous, une cause qui d'ailleurs nous interpelle et pour laquelle nous sommes obligés de dire oui afin que les résultats que nous poursuivons tous puissent être atteints. Nous sommes tous des acteurs de l'éducation et on a obligation à produire des résultats. Le monde est en pleine mutation, nous le savons. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, en cette date, nous parlons d'une actualité que l'on a dénommée l'intelligence artificielle. Qui parle d'intelligence artificielle parle aussi de l'informatique, de la digitalisation et de tout ce qui va avec. Qui dit digitaliser dit aussi innover. Qui dit innover dit inviter à la scène des pratiques qui ne se faisaient pas, qu'on n'avait pas. C'est en cela, naturellement, qu'on parle d'innovation. Ce qui nous concerne, c'est justement cette digitalisation, mais en un mot, la modernisation. Rendre moderne, dirait quelqu'un. Moderniser l'école pour mieux enseigner. C'est le thème qui nous réunit. Pourquoi moderniser? Pourquoi mieux enseigner? Cela veut-il dire qu'on n'enseignait pas bien? Non, on enseignait bien, mais pour mieux faire. Raison pour laquelle le thème a été ainsi formulé. J'aimerais, avec votre collaboration, inviter M. Marcel Toy à nous ouvrir son cœur pour nous livrer son message de ce matin. La conférence, c'est à lui que revient l'honneur de l'animer. Je vous prie de l'accueillir comme cela se doit. Bonjour à tous. La passion pour l'éducation m'a amené à travailler en collaboration avec des collègues, des radios, des télés, de la presse en ligne et autres, pour mettre en place une structure qui a pour mission d'analyser le système éducatif, publier aussi des documents éducatifs et de contribuer à la mise à disposition des informations de qualité en matière d'éducation. Les thèmes de référence qui nous ont été envoyés, outiller les responsables d'école pour faire face aux nouveaux défis de gestion scolaire, intégrer les outils numériques, améliorer la qualité pédagogique et optimiser la visibilité de leurs établissements à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026. Je salue cette initiative parce que rarement des gens prennent des initiatives à l'endroit des chefs d'établissement. Parce qu'en fait, ce n'est pas chef d'établissement qui veut. Pour les chefs d'établissement du primaire, par exemple, quand vous comparez avec d'autres pays, on promeut des enseignants en tant que chef d'établissement. Ils ne passent pas par une école pour disposer au niveau de l'État un vivier de personnel répondant au référentiel d'un chef d'établissement. Vous allez en Guinée, vous ne pouvez pas être chef d'établissement du primaire si vous n'êtes pas passé par une école de formation des directeurs d'école. Mais ce n'est pas le cas aussi bien au Togo que dans d'autres pays. En fait, dans la plupart des pays, à l'exception de la Guinée dont je viens de parler, la plupart procèdent comme nos politiques procèdent ici chez nous. Mais là encore, ce n'est pas encore ça qui est le problème. C'est de voir est-ce qu'on a mis un dispositif pour que le renforcement de capacité permettre au chef d'établissement de bien jouer son rôle pour que l'établissement soit bien gouverné et que le profil de sortie des enfants qui sont confiés à cet établissement soit un profil qui sera dans l'intérêt des enfants. C'est ça l'équation à résoudre. Et comme nous connaissons un peu le système éducatif avec toutes les réformes engagées par l'actuel ministre des Enseignements primaires et secondaires, grâce à l'appui bien entendu de beaucoup de partenaires, en dehors aussi de sa carrure, de sa personnalité, de son engagement aussi pour la cause. Et quand vous conjuguez tout cela, vous êtes capable de reformer le système. Et effectivement, le système nécessitait beaucoup de réformes. Le premier aspect donc, que je vais développer va porter sur ce que je viens de lire dans les thèmes de référence qui nous ont été envoyés. Outiller les responsables d'école pour faire face aux nouveaux défis de gestion scolaire. Vous voyez, il y a beaucoup de concepts clés dans cette formulation. Gestion scolaire, intégrer les outils numériques, améliorer la qualité pédagogique, optimiser la visibilité de leur établissement à l'approche de la rentrée
2026. Quand vous suivez ce libellé, vous comprenez que, en fait, on demande beaucoup de choses aux chefs d'établissement. Et si on ne t'a pas engagé dans un processus de renforcement de capacité continue, vous comprendrez que le résultat qu'on attend de toi, on va t'accuser pour rien. Parce que quand vous faites la promotion de quelqu'un pour des résultats, vous devez lui donner les outils de travail. Vous devez le mettre dans les conditions qui sont telles qu'il aura ce qu'on appelle les capacités opérationnelles par rapport aux capacités déficitaires. Quand on dit que quelqu'un a des capacités déficitaires, ça veut dire que la personne connaît quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Mais par contre, si quelqu'un a des capacités opérationnelles, ça veut dire que la personne est suffisamment outillée pour apporter des réponses qu'on attend. De telle sorte que, quand on va l'évaluer, on va se dire, oui, celui-ci, il est digne d'être chef d'établissement. Il n'est pas un chef d'établissement par défaut, mais il est un chef d'établissement par mérite. Ça signifie que l'objectif que nous visons ici, c'est d'éveiller les chefs d'établissement, aussi bien ceux qui sont dans cette salle que ceux qui suivront. Il est question que chaque chef d'établissement comprenne qu'il doit être un chef d'établissement par mérite et non par défaut. Pour être un chef d'établissement par mérite, qu'est-ce que le gouvernement, à travers le ministère des enseignements primaires, secondaires et même celui de l'enseignement technique, a fait? Parce que ce que nous disons touche beaucoup plus les deux ministères sectoriels. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et le ministère de l'enseignement technique. Au niveau de l'enseignement technique, il n'avait pas une école de formation même des enseignants. La bonne nouvelle, c'est que les deux ministères, celui de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique, se sont entendus pour démarrer, avec l'appui des partenaires, la formation des formateurs de l'enseignement technique dans certaines filières clés, mais c'est des filières pilotes en attendant, pour que désormais, qu'on ait le vivier de formateurs. L'université va contribuer, les autres institutions qui renforcent les capacités aussi des enseignants, des élèves, eux aussi, ils vont apporter leur expertise pour que désormais, ce schéma-là puisse résoudre le problème qu'on attendait d'eux. Maintenant, au niveau de l'enseignement primaire secondaire, je commence par le secondaire 2 en descendant. Au niveau du secondaire 2, il n'y a pas une école de formation des enseignants du secondaire 2. Il y a ce qu'on appelle la gestion conjoncturelle du système éducatif. C'est-à-dire qu'à défaut des moyens pour mettre en place un bon dispositif, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut faire en attendant, en espérant que ça va tenir la route avant de formaliser véritablement. Quand nous venons au niveau du primaire, un dispositif a été mis en place à travers un document qui a été élaboré par le ministère. Et c'est là où nous disons félicitations au ministre d'avoir fait de ce travail-là une priorité. Parce qu'à partir du document qui a été produit pour le renforcement des capacités des chefs d'établissement, parce que ça concerne le primaire et le secondaire 1, et même le secondaire 2. À partir de ce document, quand je vais dérouler le contenu, vous allez comprendre qu'il y a du travail en fait qui se fait au niveau du ministère. Félicitations au ministre parce qu'il a le mérite de comprendre que le système éducatif fonctionnait sur des béquilles. Ça ne fonctionnait pas sur des piliers à béton. Pour qu'un système éducatif puisse fonctionner sur des piliers à béton, il faut des réformes impératives. Et il faut injecter des ressources financières. Ça, les deux conditions sont nécessaires. Et donc, je reviens pour dire que pour le premier volet de la présentation, ça va porter sur ce qui est fait. Parce que moi, je ne vais pas inventer ce qu'un chef d'établissement doit avoir comme capacité opérationnelle pour bien piloter le système. Non, ce n'est pas moi qui gère le système. Ceux qui gèrent le système, la question est de voir est-ce qu'ils ont produit un document qui permet de former les chefs d'établissement pour qu'ils comprennent c'est quoi le référentiel d'un chef d'établissement. À quoi on reconnaît un chef d'établissement pour dire que c'est un chef d'établissement qui est digne de mériter véritablement ce poste. Le document qu'ils ont produit est celui-ci, guide du chef d'établissement. Ils l'ont produit avec l'appui de l'AFD. Ils ont dit que le chef d'établissement est un manager qui œuvre dans un certain nombre de domaines, notamment l'administration, la gestion, la planification, la pédagogie et le domaine environnemental et social. Cette fonction, pour être efficace, requiert compétence, impartialité, rigueur, équité, sens de collaboration
de recherche permanente de l'excellence. Ça veut dire que le chef d'établissement, il n'a pas de sommeil. Hein. Oui, c'est 90% de travail et 10% de repos. C'est ça ce que ça veut dire. Quand on est allé faire des conférences dans les écoles en 2023 pour expliquer ce que c'est qu'un élève d'excellence, c'est en ce moment que même certains enseignants et chefs d'établissement ont compris ce qu'on appelle un élève d'excellence. On le reconnaît à 3 choses, pas au-delà. Le premier, c'est par rapport aux matières dans lesquelles on forme les élèves. C'est la première condition. Les 3 sont liés. Première condition, tu es bon, tu es dans le carré d'as quand on fait les évaluations. Deuxième condition, tu es porteur des valeurs du vivre ensemble, le civisme et la citoyenneté. Respectueux des enseignants, des autorités et des collègues entre eux. C'est pourquoi il y a le cours d'éducation civique et morale. Ce n'est pas fini parce que tu n'as rempli que les 2 conditions et tu te dis que tu es un élève excellent, tu ne l'es pas encore. Parce que si à la fin de l'année, on met sur ton bulletin élève excellent, mais exclu pour indiscipline, ton excellence là, tu vas le vendre ça où? Le dernier, c'est un élève à qui on a bien expliqué que l'orientation scolaire et professionnelle est un élément fondamental qui est en lien avec les matières dans lesquelles vous excellez et les valeurs que toi-même tu dois porter. Or, aujourd'hui, le pan du système éducatif qui pose problème, c'est surtout le 3e, l'orientation scolaire et professionnelle. On a mis des spécialistes en orientation, au moins 3 par région, mais ce n'est pas encore ça. Dans l'accompagnement quotidien du chef d'établissement, la conception d'un guide de directeur s'avère indispensable. Donc, le ministère a trouvé qu'il le faut. Sinon, le chef d'établissement ne pourra pas répondre aux référentiels d'un chef d'établissement. Ce document vient compléter le module de formation des directeurs intitulé « Pilotage et gestion d'établissements scolaires ». Ça veut dire qu'il y avait des initiatives avant ce document. Mais l'initiative qui a été prise concernait juste un aspect du profil du chef d'établissement. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il faut le rendre finalement complet. Pour le rendre complet, il y a 50 fiches opérationnelles. Chaque fiche, c'est une compétence. La gestion des examens, une phase très importante où le chef d'établissement a un rôle fondamental à jouer. L'évaluation des apprentissages, le suivi accompagnement des enseignants. C'est les 50 là que je suis en train de lister. Hein. L'élaboration du projet d'établissement. Il y a beaucoup de chefs d'établissement, on n'a pas renforcé leurs capacités sur ce qu'on appelle le projet d'établissement quand il s'agit du collège et le projet d'école quand il s'agit du primaire. On confond projet d'établissement et projet d'école avec les projets des bailleurs. Ça n'a rien à voir. Rien à voir même. Et quel est le processus qu'on met en place pour identifier les problèmes? C'est ce qu'on appelle l'arbre à problème, l'arbre à solution. Avant que le dispositif de mise en œuvre des propositions soit fait, c'est tout ça qui constitue le projet d'école et le projet d'établissement. La gestion des activités extrascolaires. Aujourd'hui, on ne comprend rien. Voilà, il faut bourrer seulement les enfants, mathématiques, calcul. L'enfant sort, il est déphasé. Il y a des situations de vie, mais ce n'est pas avec mathématiques, anglais, philo que l'élève va résoudre le problème. Non, c'est avec les compétences de vie courante. Et il faut un document. Et effectivement, le document existe. C'est l'UNICEF qui avait appuyé le ministère à l'époque pour élaborer ce document. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, exprimez le besoin. Moi, j'ai ce document, je peux le partager avec vous. Alors, vous comprenez que le chef d'établissement, il doit être équipé en document. Ça, c'est un impératif catégorique. Si tu n'es pas équipé, non, tu vas faire le travail à la légère. Et finalement, le jour où on va t'évaluer, eh bien, on te donne une note minable, tu vas dire qu'on est contre toi. La collecte des données statistiques, la planification des activités pédagogiques, l'analyse et l'interprétation des résultats. Ça, c'est la grande faiblesse au niveau des acteurs du système éducatif. Mais ce n'est pas de leur faute. Si vous ne formez pas les gens sur comment on fait l'analyse des résultats, comment voulez-vous qu'ils sachent comment on fait la chose? Il faut les former. C'est comme aujourd'hui, on demande aux élèves, mais quand vous sortez, il faut entreprendre, que c'est l'entrepreneuriat. Dites-moi quel est le module de formation sur l'entrepreneuriat depuis le préscolaire jusqu'au lycée. Dites-moi, où est le module? Le module est où? L'aide au soutien pédagogique aux élèves en difficulté, la préparation de la rentrée, l'élaboration et l'exécution du budget de l'établissement et la correspondance administrative. C'est tout ça qu'ils ont élaboré en fiche opérationnelle. Et donc, je vous lis rapidement ces fiches. La première fiche, c'est la fiche d'évaluation des apprentissages. Ça veut dire que les inspecteurs sont censés maîtriser cela et c'est à eux de renforcer les capacités de leur chef d'établissement sur comment on remplit cette fiche et pourquoi, à quoi cette fiche-là sert en réalité. Parce qu'on ne remplit pas pour le plaisir de remplir, non. On remplit parce qu'il y a un objectif visé là derrière. Ensuite, la fiche d'élaboration de la prise de service.
On dit qu'on a affecté un chef d'établissement ici. Et on arrive, comme l'autre n'est pas content de partir, bon, il part en cascade et puis, bon, débrouillez-vous, hein, lui, il a fini. Mais écoutez, on est où là? On est dans quoi finalement? Dans quel système d'éducation on est? Et puis on va se comporter de cette façon-là. Si tu n'étais pas content, hein, il fallait créer ta société, tu restes là-bas parce que personne ne viendra pas te débouter. À partir du moment où ce n'est pas ta société, mon cher, tu as devoir de respecter les dispositions administratives. Maintenant, la fiche de préparation à la rentrée. Comment on prépare la rentrée? Mais il y a l'art dans toutes choses. Et donc, dans ce document, vous allez voir la fiche de préparation de la rentrée. Fiche d'accueil des nouveaux professeurs. Un nouveau professeur arrive, comment vous allez l'intégrer dans le corps enseignant pour qu'il comprenne l'esprit du fonctionnement de l'établissement. Qu'est-ce qu'il doit savoir pour que vous soyez en harmonie, pour que l'objectif visé ou la mission qui vous a été confiée, que cette mission-là soit assumée. La fiche d'accueil d'installation des élèves à la rentrée scolaire. Et la fiche de gestion des dossiers de candidature du BEPC. La fiche de gestion des dossiers de préparation des candidats à l'examen professionnel. Un enseignant qui veut préparer un examen professionnel, il faut qu'on l'aide à faire la chose dans les normes. C'est le devoir du chef d'établissement de lui montrer comment on fait la chose. La fiche d'organisation et de gestion de centre d'écrit. Vous êtes chef d'établissement, on a retenu votre établissement comme centre d'écrit. Mais comment la chose doit se passer en collaboration avec votre hiérarchie ou d'autres personnes, on doit vous montrer comment ça se fait. Et tout cela est contenu dans ces documents. Et les inspecteurs, en principe, maîtrisent, et c'est à eux de renforcer la capacité des chefs d'établissement. Parce que au bout de chaque tâche, il y a l'évaluation. Hein. Si quelqu'un vient t'évaluer alors qu'il ne t'a pas formé pour faire la chose, vous avez le devoir de lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il est chef que vous n'allez pas lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Et donc, il doit comprendre qu'il y a une disposition administrative que lui-même n'a pas respectée. Est-ce que vous m'avez formé à faire ceci? Mais si vous ne m'avez pas formé, mais qu'est-ce que vous me reprochez finalement? C'est ça. Et là, dans des thèmes respectueux, vous lui faites le reproche pour qu'il comprenne. La fiche d'élaboration du budget d'établissement. Comment on élabore le budget? Sur la base de quels besoins? La fiche de collecte de sécurisation des frais scolaires. On a constaté que les gens confondent leur argent avec l'argent de l'établissement. On n'écrit pas l'histoire de l'éducation. Ça aussi, c'est une faiblesse du système éducatif. On va écrire l'histoire. Hein. On va écrire. Si Dieu nous prête vie, on va commencer rapidement. Et puis, ce que nous savons du système, on va l'écrire. Les erreurs qui ont été commises et les défis qui ont été relevés. Et qu'est-ce qui fait faire la chance, par exemple, d'un ministre X, d'un ministre Y, d'un ministre Z? Parce qu'il ne faut pas applaudir les gens pour le pays de les applaudir. Non, 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 non. Non. Je t'applaudis, je regarde quels sont les atouts, le contexte dans lequel tu es venu là. Est-ce que c'était un contexte favorable, oui ou non? Inventaire du patrimoine de l'établissement. Comment on peut être chef d'établissement? On ne sait pas combien de bancs nous avons. Quels sont les bancs défectueux, les bancs à réparer? Quels sont les bâtiments à problème, par exemple? Maintenant, la mise en place des différentes structures et conseils, préparation des registres et documents, acquisition du matériel et fourniture, élaboration des rapports de rentrée, bilan présentiel, absence des professeurs, suivi du déroulement des épreuves, retrait des documents prêtés aux élèves. S'il y a des bibliothèques, par exemple, comment on procède pour faire des prêts des documents aux élèves, par exemple? Et s'assurer que ces documents, non seulement vont rentrer, mais en bon état tel qu'on a remis à l'heure. Si la personne n'a pas fait rentrer dans bon état, eh bien, quelles sont les sanctions qui sont prévues pour que ce soit lui ou bien ses parents payent et remboursent exactement? Parce qu'on a mis à disposition pour que ça serve aux générations présentes et futures. Observation de la classe, analyse des résultats, ça je l'ai dit. Les gens, à la fin des examens, on dit tel établissement fait 70%. Et puis les gens applaudissent, d'autres ont fait 30%. La question est de voir comment on analyse les résultats. On dit le taux global du bac 1, par exemple, est de 40%. Dans les 40%, vous avez fait combien? Préparation, organisation et conduite d'une réunion. Mais comment on conduit une réunion? Mais aujourd'hui, on nous a appelé ici, mais l'organisation nous a envoyé des thèmes de référence, la date, l'heure, de quoi on va parler. C'est ça la qualité de l'organisation. Instauration d'un cadre d'échange avec la communauté éducative. Quand on dit communauté éducative, c'est les parents et tous les partenaires. Vous devez leur rendre compte. C'est ça qu'on appelle la redevabilité sociale. Parce que quand on ne prend pas de compte rendu, il y a la redevabilité institutionnelle. Là, vous vous rendez compte à la hiérarchie. Mais la redevabilité sociale, elle est importante. Comment vous avez fonctionné pour donner de mauvais résultats, par exemple? Comment vous avez fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment vous avez fonctionné pour donner de bons résultats aussi? Vous devez rendre compte aux gens. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux pour renverser soit la tendance si elle n'est pas bonne, ou bien pour faire mieux si même vous êtes satisfait des résultats que vous avez pu avoir. Organisation des activités parapériscolaires, donc ça j'ai déjà dit. Organisation des rencontres périodiques
avec les partenaires. Vous voyez, organisation des rencontres périodiques avec les partenaires. L'Institut qui nous a invités, c'est un des partenaires de l'éducation. Si vous êtes chef d'établissement, vous devez travailler avec eux pour voir au cours de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au profit de notre établissement, bien au profit de nos élèves. Donc, un bon chef d'établissement doit comprendre qu'il doit avoir un réseau de partenaires, des partenaires financiers, des partenaires techniques. Voilà, ceux qui s'y connaissent dans le système éducatif, ça, les partenaires techniques. Et donc, travailler avec eux en amont pour voir entre les congés et les vacances, quelle est l'expression des besoins des élèves. Organisation et réparation des contenus des programmes d'enseignement, remplissage des fiches d'enquête statistique. On a fait des réformes dans les programmes. Mais c'est en tant que chef d'établissement, comment vous allez faire pour que vos enseignants s'approprient et sachent comment rendre la chose, parce qu'ils doivent faire en sorte que les élèves aient un bon profil. Je voulais demander si, à la fin, on peut nous donner le support numérique. Le projet d'établissement, je ne sais pas vraiment en quoi cela consiste. Et le conférencier a parlé de compte rendu à la communauté. Et les parents, les élèves, est-ce qu'il faut les chefs de quartier? Là aussi, je voudrais quelques éclaircissements. Jusqu'à présent, si on me demande quelle formation j'ai reçue, je ne pouvais pas l'apprécier. Mais à ma manière de faire, je suis quand même en route jusqu'alors. Cette rencontre déjà est un grand moyen. C'est par là que nous pouvons passer à des petites informations pour y arriver. C'est une initiative personnelle ou bien il y a des partenaires qui sont derrière et qui encouragent les fondateurs des écoles privées que nous sommes et qui n'avions pas ou reçu beaucoup de formations. Ceux qui veulent le document, je vais copier ça sur la clé. La personne veut savoir c'est quoi le projet d'établissement et le CR à la communauté. Le projet d'établissement est un outil d'opérationnalisation du plan sectoriel de l'éducation. Le document plan sectoriel de l'éducation, c'est le document de vision de la politique de l'État en matière d'éducation. Qu'est-ce que l'État veut faire pour optimiser la qualité, pour disponibiliser les salles de classe, pour former les enseignants, répondre à tous les besoins sur la base du document de diagnostic du système éducatif qu'on appelle le RESEN, le rapport d'état du système éducatif. C'est-à-dire qu'on fait une enquête préalable, on tend le micro à des acteurs et c'est à la suite de ce qu'ils ont dit qu'on se dit, ben tiens, voilà les besoins exprimés. Et c'est en fonction de ça qu'on va à soit la révision du plan sectoriel d'éducation qui comporte des axes, accès, qualité, et pilotage, gouvernance, équité. Voilà, il y a tous ces axes-là dans le document du plan sectoriel de l'éducation. Maintenant, on sait que dans le système éducatif, il y a ce qu'on appelle les problèmes stratégiques et les problèmes opérationnels. Les défis stratégiques et les défis opérationnels. Les défis stratégiques, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux documents de politique qui doivent être élaborés et on s'en sert pour mobiliser les ressources internes et les ressources externes pour apporter des réponses. Quand les ressources sont disponibles, c'est de concrétiser ce qui est mis dans le document de politique. C'est pour ça qu'on a décliné le plan sectoriel de l'éducation en plan régional de développement. Du plan régional de développement, on est allé au projet d'école. Le projet d'établissement, c'est un peu les réponses aux problèmes identifiés par les acteurs de l'école. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un échantillon représentatif des... Ça, vous le prenez tous les enseignants. Vous prenez un échantillon représentatif des parents d'élèves. Vous prenez un échantillon représentatif des élèves et vous faites un travail technique. Sur le plan de l'accès de notre établissement, quelles sont les avancées, quels sont les problèmes ou les défis? Chacun n'a qu'à s'exprimer. Les enfants vous diront qu'il y a des problèmes de franchissement de l'établissement. C'est-à-dire que nous sommes dans une zone où, quand il pleut, il n'y a pas de ponceau pour que nous puissions aller à l'école. Ça qui fait qu'il y a soit des retards ou bien des abandons. Ça, c'est un problème d'accès, ça. Ça, c'est le premier axe. OK. Face à ce problème, qu'est-ce que vous pensez que nous, à notre niveau, nous pouvons faire?
en tant que chef d'établissement, en tant qu'enseignant, en tant que membre des communautés, en tant que partenaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? On est en train d'aller de l'arbre à problème, on est en train d'évoluer vers l'arbre à solution. On prend la question de qualité. Ok, nous n'avons pas beaucoup d'enseignants formés, ou qu'on n'a que des enseignants volontaires, ou alors que les résultats scolaires ne sont pas reluisants dans notre établissement. Alors, quelles en sont les causes? Et chacun dit. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez qu'on puisse faire pour qu'on puisse résoudre véritablement ce problème-là? Ou alors que notre établissement n'est pas suffisamment ombragé, alors que les enseignants se servent des arbres pour faire certains cours, par exemple, et les élèves ont besoin de l'ombrage pour s'abriter, soit pendant la récréation ou à un autre moment. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres, on va dire, bon, ok, on a besoin véritablement de planter des arbres. Maintenant, pour planter des arbres, eh bien, on n'a pas de pépinière. Est-ce qu'il faut former les élèves sur comment faire les pépinières ou bien négocier avec un partenaire de l'État qui est le service déconcentré de l'environnement pour disponibiliser les plans? Vous êtes en train de faire comme ça le projet d'établissement. Donc, le projet d'établissement touche l'axe accès, construction, les ouvertures de franchissement, l'axe qualité, formation des enseignants, l'axe gouvernance. Les gens se plaignent que le chef d'établissement, là, vraiment, la manière dont il gère les ressources de l'établissement, ça pose problème. Comment nous allons faire? Il y a ce qu'on appelle un outil qu'on appelle l'outil de gouvernance de gestion des ressources financières, dont on a parlé tout à l'heure là. Il faut former et maintenant on met une équipe de suivi des dépenses. Et comme ça, là, il n'y aura plus de fuite d'argent. Vous avez résolu le problème de gouvernance. Il y a le problème de pilotage. Mais pourquoi notre inspecteur, là, c'est une seule fois seulement, il vient pour voir comment notre école fonctionne? C'est anormal. Il faut adresser un courrier pour dire que, bon, vraiment, on veut comprendre d'abord et voir dans quelle mesure il faut venir au moins 2-3 fois pour faire le suivi, pour s'assurer que la formation que vous avez donnée à nos enseignants, ils sont en train de le faire effectivement et que le chef d'établissement est en train de faire le suivi. Parce qu'il est le relais entre l'inspecteur et les enseignants. Le projet d'établissement, ça c'est pour le secondaire. Au primaire, ça s'appelle projet d'école, ça ne s'appelle pas projet d'établissement. Compte rendu à la communauté. C'est la communauté qui vous a confié les enfants. Il y a une personne morale qu'on appelle association des parents d'élèves. Il y a une personne morale qu'on appelle partenaire de l'école. Il est question que dès la rentrée, les parents d'élèves peuvent faire leur réunion habituelle, annuelle, en début d'année. Mais tu dois convoquer une réunion pour dire, OK, nous avons notre projet d'école, notre projet d'établissement. C'est la feuille de route qu'on vend aux acteurs. Vous les appelez pour qu'on élabore ensemble la feuille de route. Après, faire le compte rendu de la mise en œuvre, parce que les gens vont s'engager, d'autres vont mettre leurs ressources, d'autres vont faire appel à des partenaires pour venir vous aider. Et l'État aussi mettra aussi quelques ressources. Maintenant, vous dites, peut-être à la fin du premier trimestre ou bien du dernier trimestre, OK, on se retrouve encore pour voir à quel pourcentage nous avons pu faire avancer, par exemple, tel dossier, quelles sont les difficultés. C'est ça qui est la redevabilité sociale. Et ça, c'est un impératif. Si vous ne faites pas ça, le jour où un toit va être décoiffé, vous n'avez pas l'argent, vous allez faire comment? C'est en ce moment que vous allez payer les gens. Vous devez anticiper sur les choses. Les gens sont arrivés sur le terrain sans préparation. Il faut que cette initiative continue. Oui, c'est un encouragement à M. Eric de démultiplier ce genre de rencontres pour que vraiment ça puisse profiter à ceux qui apprennent certaines informations pour la première fois aujourd'hui. La dernière personne, est-ce qu'il y a des partenaires, surtout financiers? Le partenaire, il apporte un appui sur la base du projet qui est en cours d'être élaboré. S'il n'a pas un projet, vous allez introduire le dossier. Le dossier, c'est au tiroir. Puisqu'il n'a pas une ligne pour dire que si une demande atterrit sur la table, il va prendre en même temps pour vous donner de l'argent. Et tout n'est pas argent. Tout n'est pas argent. Et donc, mais la connaissance qu'on vient de donner, c'est une ressource. Nous, on est allé dans l'établissement, on a demandé aux élèves que, quand j'ai fini de faire la conférence sur la culture de l'excellence, un élève me pose la question que, mais oui, vous avez dit vraiment de culture de l'excellence, mais on n'a pas les moyens. J'ai dit très bien. Tu as bien fait de poser cette question. OK. Je vais vous expliquer maintenant. Quand on dit moyen là, dans l'ordre hiérarchique, qu'est-ce qui vient après quoi? La volonté, la détermination, la foi. Ça, c'est le premier moyen et le plus important dans la vie. Le deuxième, c'est les moyens humains. Qui, dans ton réseau de relations, peut t'aider à résoudre tel problème? Il est de quel secteur? Et ça se cherche. Tu ne vas pas t'enfermer dans ton établissement et puis tu vas trouver les moyens humains. S'il y a des conférences, il faut participer aux conférences. Il faut suivre les émissions. Oui, parce que quand vous suivez les émissions, vous pouvez aller au niveau de la chaîne pour dire, bon, j'ai suivi telle émission animée par telle personne, mais j'ai besoin du contact, par exemple, de tel invité ou de tel autre.
Aujourd'hui, si moi j'ai vos numéros WhatsApp, je vous verse des émissions il y a 8 ans ou 10 ans. C'est de la documentation que je vous donne comme ça. Ça s'appelle les ressources numériques intarissables. Vous voulez savoir quelles sont les 10 dernières réformes au niveau du ministère? Je vous envoie l'émission avec le doyen de l'inspection, M. Nouassan, que le ministre Kokoroko m'a envoyé sur le plateau. Il a tout expliqué. Vous voulez savoir quel est le problème sur le faible niveau des enfants en français et autres? Je vous balance l'émission avec l'inspecteur AFO et une autre expertise que j'ai reçue sur le plateau qui ont tout expliqué. Ceux qui ont demandé par exemple les documents. Mais j'ai dit qu'à la fin, on vous donne. C'est ça les ressources numériques. L'autre ressource, c'est les ressources spirituelles. À genoux, vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux réussir ma mission. Il va mettre sur votre chemin ceux qui vont vous aider, s'il vous plaît. Oui, moi je fais l'expérience et je sais de quoi je parle. Et la dernière ressource, je dis bien dernière, qui n'est même pas quelquefois nécessaire là, c'est l'argent. Donc, partenaires financiers là, oubliez-les d'abord. Ils seront nécessaires selon votre projet d'établissement, votre projet d'école. J'ajoute que si vous êtes des chefs d'établissement du privé et vous n'avez pas l'occasion, l'opportunité de bénéficier des rencontres de capacité qu'on donne à vos collègues du public, vous écrivez, vous envoyez à la FESEN. La FESEN introduit au ministère pour dire que vous avez constaté que vous avez mis bien dans le plan sectoriel qu'il y a l'équité dans la gestion du système éducatif, mais il n'y a pas d'équité sur le terrain. Vous formez nos collègues et nous, vous nous abandonnez. Et donc, nous voulons que vous prévoyez une formation à l'endroit des chefs d'établissement du privé pour que nous aussi nous soyons au parfum des réformes et que nous ayons aussi les capacités. Et les syndicats d'enseignants sont là pour ça. Si vous êtes des chefs d'établissement du primaire, par exemple, il y a la direction d'enseignement préscolaire primaire, la 2PP, ou vous pouvez aussi envoyer directement le courrier à la 2PP. Parallèlement, vous pouvez vous adresser aux partenaires qui ont financé aussi le ministère. Suivre les émissions. Vous ne pouvez pas être un chef d'établissement et puis, si vous avez au moins la télé à la maison, vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas le débat d'éducation. De toutes les chaînes, publiques comme privées, en tout cas je veux dire privées, il n'y a que la TVT seule qui a une émission régulière sur le système éducatif. Régulière. Dimanche à 19h, rediffusée à 21h. C'est ça aussi, chacun sa contribution pour l'avancement de la justice. C'est la question. Nous sommes comme vous, on est en train de faire un travail de sacerdoce. Et donc, il y a des choses, ne demandez même pas des comptes à qui que ce soit. Faites comme si de rien n'était. Lui-même saura comment vous récompenser. C'est important qu'un enseignant mette dans son calendrier qu'il doit suivre les émissions d'éducation. Avec quoi? Un carnet média. Vous notez le thème de l'émission, vous notez quelques éléments qui vous ont intéressé, les invités, et si vous avez envie de les rencontrer, vous pouvez me contacter. Moi, je vous balance leur contact. Et puis, votre réseau d'experts dans le domaine de l'éducation est en train de s'agrandir. Je suis pas allé à une école de formation. Mon école, c'est vous qui m'avez enseigné. J'ai dit aux gens que si je vous dis que quand je reçois un inspecteur ou bien un enseignant chevronné sur le plateau, tout ce qu'il est en train de dire, c'est des cours qu'il me donne là. Si je lui dis ça, il va me facturer. Nous avons tous besoin de ce genre de rencontres, déjà pour nous connaître et aussi pour apprendre. L'école, c'est le lieu par excellence où tout le monde vient apprendre. Mais le premier qui doit apprendre, c'est le responsable d'école, à tous les niveaux. Parce que si lui-même ne connaît pas, que peut-il transmettre? Il y a eu toutes les révolutions, vous les connaissez mieux que moi, et aujourd'hui nous sommes à l'ère de la révolution numérique. Et pour une fois, l'Afrique est au premier rang. Le Togo est au premier rang. L'école est au premier rang. Mais qu'en savons-nous? Sommes-nous prêts? Avons-nous les outils? Sommes-nous préparés? Avons-nous, connaissons-nous les tenants, les contours, les aboutissants, tout ce qui concerne cette révolution-là qui est déjà en cours, pour laquelle nous sommes, nous, appelés à former les enfants d'aujourd'hui pour devenir des responsables demain. Ceux qui vont décider de la société dans laquelle nous allons vivre demain. Nous, en tant que retraités, eux, en tant que premiers responsables. Avons-nous ce qu'il faut pour les former, pour les équiper, pour les préparer, pour en faire justement des Togolais citoyens responsables dignes de ce nom dans 2, 3, 4 décennies. Certains d'entre vous ont peut-être vu passer l'année dernière, à pareil moment, une information concernant l'organisation de la rentrée solennelle des parents. C'était l'année dernière, 2024. Marcel l'a dit tout à l'heure.
vous tous devriez être tout le temps connectés sur l'émission Éducation qui passe à la TVT. Nous sommes passés dans l'émission Éducation à la TVT et nous en avons parlé en long et en large. Mais cette rencontre n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que les parents, aujourd'hui, n'ont toujours pas compris la dynamique dans laquelle eux, parents, devraient s'inscrire dans l'école. L'école est basée sur une trilogie. Les enseignants, les apprenants et les parents. Donc, ils ne sont pas censés être en dehors de l'école, mais plutôt au sein de l'école, partie prenante, actif dans l'école. Mais ça n'a pas été compris. Il fallait faire un autre travail qui est en cours justement, et on espère que bientôt, quand on va relancer cette machine-là, que ça va prendre. Mais en attendant, il est important de s'adresser maintenant à l'école elle-même, l'école que vous représentez. Quand on parle des résultats scolaires, c'est que la qualité d'une école, ce n'est pas la durée de la soirée musicale qu'il y a eu pendant la semaine culturelle ou bien la beauté des filles qui sont inscrites dans l'école. La qualité d'une école est toujours en lien avec le taux de réussite des apprenants de l'école. Les parents ne payent pas pour que les élèves reprennent la classe. Nous sommes tous parents, nous savons comment ça se passe. Personne n'a envie de voir son enfant reprendre la classe. Tout le monde voudrait que ça aille vite, que ça finisse vite. Mieux, de la meilleure des manières. Alors pourquoi il y a des échecs? Comment on fait pour éviter ça? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes des coachs. Les coachs d'abord, c'est de la réflexion. Énormément de réflexion. Le coaching, c'est un métier scientifique. Quand on prend une spécialité, quand on est dans la spécialité, d'abord on réfléchit, on analyse, on s'informe et on pose énormément de questions à nous-mêmes, au système, aux clients. Parce que l'objectif du coaching, c'est d'amener le coaché, celui à qui on a affaire, à passer d'une situation A à une situation B. La situation A étant la situation initiale, indésirable et éventuellement inefficace. La situation B étant la situation améliorée et désirée et visée. Donc pour nous, comment amener nos coachés, chacun selon sa spécialité, vers une situation améliorée, vers un état amélioré. Et c'est ça qui nous amène à des réflexions au quotidien. Quelle est la situation actuelle? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les causes? Que peut-on faire? Que puis-je faire, moi, à mon niveau, pour participer? Et que puis-je amener les autres acteurs à faire pour créer un cadre dans lequel tout le monde pourra évoluer de manière saine et de préférence positive, continue, stable, sans échec. C'est ce genre de réflexion qui nous a amenés à l'organisation de cette rencontre. Quelqu'un a posé la question tantôt sur les partenaires. Vous savez, Marcel l'a très bien dit, les partenaires, ils ont des objectifs précis. Et tant que ce travail préalable n'a pas été fait, aucun partenaire ne va venir s'aligner sur le besoin réel des écoles. Que dis-je? Le besoin réel des directeurs d'école. C'est quand on aura dit qu'il y a ça qui a été fait. On a multiplié à différents niveaux. Et on a fait des constats. Et on a sorti un document. Quand ils verront ça, là maintenant, ils vont commencer à s'intéresser à la chose. Parce qu'ils savent que le besoin est réel, chiffré, avec des statistiques, avec des données, avec des précisions, avec un abat-problème bien conçu, bien clair. Et là, ils pourront maintenant chercher à nous accompagner. Et encore, il faut voir si je ne veux pas chercher à nous imposer des choses. Donc aujourd'hui, ce que moi je m'en vais vous présenter, c'est un apport de notre part.
naturel.